Vous pouvez commencer. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On m'entend bien, j'espère. Bienvenue à cette séance de la grande transition qui s'appelle Faire face aux prochaines pandémies. Je m'appelle Lisandre Labrec-Lebeau. J'ai le grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui et d'animer un peu la discussion. Je suis chercheure en milieu de pratique au CREMIS, le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Et je suis aussi professeure affiliée à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, pour reprendre un peu le petit argumentaire du programme de la grande transition de ce panel, donc plusieurs experts prévoient que l'humanité va devoir affronter d'autres pandémies au cours des prochaines décennies. Donc, on parle de l'impact, évidemment, des changements climatiques, la destruction des habitats naturels, l'accroissement des voyages internationaux, entre autres, rendent l'émergence de celles-ci plus probable. Et la question aujourd'hui, c'est face aux prochaines pandémies, quelles seraient les meilleures pratiques pour préserver la vie, la santé des populations, en prenant compte les besoins notamment des groupes marginalisés? Comment s'assurer que les pandémies et les mesures pour les contenir ne contribuent pas à l'augmentation des inégalités sociales? On en a beaucoup parlé la dernière année. Au lieu de l'approche autoritaire, répressive qui a prévalu dans de nombreux pays, est-ce qu'il est possible de concevoir une réponse aux pandémies qui fait appel notamment à la participation démocratique? Donc, ce sont des questions que la grande transition nous posait aujourd'hui. Quelle pourrait être l'approche du gouvernement dans une société qui serait réellement fondée sur le care? De quoi aurait l'air la réponse à une pandémie dans une société qui serait débarrassée des principaux systèmes d'oppression? Donc, on parle du capacitisme, patriarcat, capitalisme, colonialisme, etc. Donc, si on a été habitué la dernière année à beaucoup mettre le doigt sur justement l'accentuation des inégalités sociales selon certaines lignes de fracture, liées tant au virus qu'aux mesures pour le contenir, pour le gérer, aujourd'hui, dans le cadre de cette grande conférence, la grande transition, on nous demandait un peu de dépasser la réflexion en termes d'inégalité. Et pour faire un pas vers l'utopie, si on reprend le titre principal. Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer justement face à ces prochaines pandémies-là? Et donc, nous avons trois panélistes qui vont pouvoir discuter de toutes ces questions-là. Donc, je vous les présente. Anne Plourde, détentrice d'un doctorat en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Anne Plourde est chercheuse postdoctorale à l'Université York et à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Elle vient de publier « Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé » aux éditions Éco-Société. Bonjour Anne. Nima Machouf, détentrice d'un doctorat en santé publique de l'Université de Montréal. Elle est spécialisée en santé internationale et maladies infectieuses. Elle est régulièrement appelée à intervenir dans les médias au sujet de la COVID-19 et des mesures sanitaires. Bonjour Nima. Et finalement, Geneviève McCready est infirmière et professeure au département de la santé de l'Université du Québec à Rimouski. Elle est détentrice d'une maîtrise en santé publique de l'Université de Montréal, d'un doctorat en sciences infirmières de l'Université d'Ottawa et dans ses recherches, elle s'intéresse à la promotion de la santé et l'action politique en santé. Bonjour Geneviève. Donc, je vous explique un peu le programme qu'on m'a soumis. Donc, nos trois panélistes vont prendre la parole chacune à leur tour pour environ 15 à 20 minutes, autour de 15 minutes. Après ces interventions de leur part, elles auront l'occasion de réagir directement les unes par rapport aux autres à leurs propos. Et ensuite, on pourra ouvrir la discussion avec le public. Donc, c'est principalement par le clavardage que ça va se passer. Donc, écrivez vos questions dans le chat ou alors dans la section, je pense, Q et R. Et on a quelqu'un qui s'occupe de nous les transmettre. Et je vais pouvoir essayer de donner la parole à ceux d'entre vous qui voudraient poser des questions ou intervenir. Donc, je pense que j'ai fait le tour du programme et de cette introduction. Donc, si ça vous va, je laisserai la parole à Anne Plourde. Et si jamais tu veux, je vais te faire un petit mot, peut-être quelques minutes avant la fin
de ton temps. Parfait. Donc, Anne Plourde. Merci beaucoup, Lisandre. En fait, j'ai un petit chronomètre ici pour essayer de ne pas dépasser mon temps. Donc, moi, dans le fond, je vais vous proposer une réflexion. En fait, je vais répondre aux questions de la fin dans ce que Lisandre a proposé. Donc, je vais proposer une réflexion qui va porter simultanément sur deux volets. Je vais tenter de répondre à la question à quoi ressemblerait la réponse à une pandémie dans une société qui serait réellement fondée sur le care et qui serait débarrassée des différents systèmes d'oppression qui structurent actuellement nos sociétés. Et en même temps, je vais tenter de répondre à la question qu'est-ce qui fait qu'une réponse comme celle-là, qu'est-ce qui fait que cette réponse idéale-là est impossible à mettre en œuvre, ou du moins très difficile à mettre en œuvre dans une société capitaliste. On va voir ici que la pandémie, c'est aussi une autre illustration du fait que le capitalisme, c'est mauvais pour la santé. Et évidemment, ça, ce n'est pas une invitation à se décourager, mais plutôt une invitation à dépasser le capitalisme. Donc, disons très succinctement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je dirais qu'il y a au moins deux choses qui caractériseraient une société qui serait réellement fondée sur le care et qui serait débarrassée des différents systèmes d'oppression. Premièrement, dans une société qu'on pourrait qualifier de socialiste, pour faire plus court, la production économique et la production matérielle, dans le fond, seraient contrôlées démocratiquement. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que les décisions économiques importantes sur qu'est-ce qu'on produit, en quelle quantité, comment on investit nos ressources, comment on distribue ce qu'on produit, toutes ces décisions-là économiques seraient prises collectivement et démocratiquement en fonction de priorités sociales qui seraient, elles aussi, déterminées démocratiquement. Actuellement, dans le cadre du système capitaliste, les grandes décisions économiques ne sont pas prises démocratiquement, même si on vit dans des sociétés démocratiques. Dans nos sociétés, la démocratie se limite à la sphère politique. Dans la sphère économique, on n'est pas en démocratie. En fait, les principaux leviers de l'économie dans le système capitaliste sont entre les mains d'une petite minorité de personnes qui sont les grands propriétaires, les dirigeants des grandes entreprises, des banques, des institutions financières, etc. Et cette petite minorité-là, ce sont des gens qui ne sont pas élus et qui n'ont aucun compte à rendre au reste de la population. Donc, ce sont ces gens-là qu'on peut appeler les capitalistes qui contrôlent l'économie et qui prennent les grandes décisions sur quoi produire ou investir, etc. Évidemment, ces gens-là ne vont pas prendre leurs décisions en fonction de priorités sociales qui seraient déterminées démocratiquement, mais ils vont plutôt prendre leurs décisions en fonction de leurs propres intérêts. Et leurs propres intérêts, c'est quoi dans le système capitaliste? Bien, ça consiste essentiellement à engranger le plus de profits possible dans un contexte de compétition avec tous les autres capitalistes qui ont le même objectif qu'eux, ce qui impose à tous ces capitalistes-là des contraintes systémiques de compétitivité qui les forcent à exploiter le plus possible la nature et les travailleuses et les travailleurs qui travaillent pour eux et qui génèrent la valeur qui va pouvoir être accaparée sous forme de profit par ces capitalistes-là. Donc, premièrement, une société fondée sur le care, une société débarrassée des systèmes d'oppression, ça serait une société dans laquelle la production économique serait gérée démocratiquement. Deuxièmement, dans une société fondée sur le care, la production économique et matérielle serait subordonnée aux impératifs de ce qu'on appelle la reproduction sociale. La reproduction sociale, ça correspond en gros à tout le travail qui est nécessaire pour assurer non seulement la survie, mais aussi le bien-être de la population et aussi l'épanouissement des personnes à leur plein potentiel. En d'autres termes, ça correspond en gros à tout le travail de care qui est actuellement fortement dévalorisé dans nos sociétés et qui est effectué principalement par des femmes ou par des personnes racisées aussi dans nos sociétés. Donc, tout le travail de soins, d'éducation, les tâches domestiques, les services aux personnes, etc.
Donc, dans une société qui serait fondée sur le care, l'objectif central et prioritaire de la production économique, ce serait d'assurer la survie de la population, le bien-être de la population, et ce serait possible d'organiser la production dans ce sens-là parce que les grandes décisions qui concernent l'économie seraient prises démocratiquement. Ça semble aller de soi que la production économique devrait être subordonnée à la reproduction sociale, donc à la réponse à nos besoins pour notre survie et pour notre épanouissement. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout le cas dans le système capitaliste. Ce n'est pas comme ça que la production est organisée. Dans le système capitaliste, comme je l'ai dit, l'objectif central et prioritaire de la production économique, c'est de générer des profits pour les capitalistes. Dans ce contexte-là, c'est la reproduction sociale qui se retrouve à être subordonnée aux impératifs de la production économique. Évidemment, les capitalistes ont besoin que le travail de reproduction sociale se fasse parce qu'ils ont besoin de travailleuses et de travailleurs d'abord qui sont vivants, ils ont besoin d'une force de travail vivante, ils ont besoin de travailleurs et travailleuses idéalement aussi qui sont en santé, qui sont éduqués, qui ont une formation, donc qui vont pouvoir produire les biens et les services qui vont permettre aux capitalistes de faire des profits. Donc, les capitalistes ont besoin du travail de reproduction sociale, mais ne sont pas prêts à payer très cher pour que ce travail-là se fasse. Et c'est ce qui explique en partie que ce travail-là soit fortement dévalorisé dans nos sociétés, le travail de care. Ils ne sont pas prêts non plus à sacrifier leurs profits pour assurer la reproduction sociale, même en temps de crise majeure comme celle qu'on vit depuis quelques mois avec la pandémie. Et on constate en fait à quel point ils ne sont pas prêts à sacrifier leurs profits pour assurer la reproduction sociale quand on commence à décompter les morts qui s'accumulent. On est rendu à 3,5 millions depuis le début de la pandémie. Ça, c'est un minimum, c'est fort probablement sous-estimé. Et le compteur morbide continue sa course mortelle. Donc, face à une pandémie, une société qui priorise le care, ce qui n'est pas le cas dans notre société, une société qui contrôle démocratiquement son économie, on pourrait, dans une société comme ça, faire des choix collectifs qui sont très difficiles, voire même impossibles à faire dans le contexte d'une économie capitaliste. Dans une société socialiste, puisque l'économie serait contrôlée collectivement, ce serait beaucoup plus facile de décider de fermer tous les secteurs économiques qui ne sont pas absolument essentiels aussi longtemps que c'est nécessaire pour endiguer la pandémie. Ce serait beaucoup plus facile de choisir collectivement aussi de rediriger les ressources humaines et matérielles qui sont disponibles vers les secteurs où les besoins sont les plus criants. Donc, on aurait beaucoup plus de facilité à rediriger la production vers la production de masques et de matériel médical, par exemple, la production de vaccins, le travail agricole, la production alimentaire, la distribution alimentaire, les services de livraison à domicile, le travail de care. Tout ça, ce serait beaucoup plus facile de dire bien, toutes les forces humaines qui ne sont pas utilisées dans les secteurs non essentiels, on peut les rediriger pour les personnes qui sont moins à risque vers des secteurs prioritaires vraiment jugés essentiels. Et ce serait plus facile aussi de s'assurer que ce qui est produit est distribué de manière équitable et en fonction des besoins réels. Le contre-exemple de ça actuellement, c'est le scandale mondial qui entoure la production de vaccins et surtout la distribution de vaccins qui est complètement accaparé par les pays les plus riches. Et le Canada est un très mauvais joueur dans cette histoire-là. On a commandé 4 fois plus ou 5 fois plus de vaccins que notre population. Et on est en train de vacciner des jeunes qui sont très peu à risque, ou on s'apprête à vacciner des jeunes très peu à risque, pendant que les taux de vaccination sont absolument faméliques dans plusieurs pays et qu'il y a des catastrophes humanitaires qui sont en cours, en Inde notamment. Donc, et finalement, on pourrait aussi décider, si on était dans une société fondée sur le care, que les contacts sociaux et affectifs interpersonnels qu'on a été les premiers à sacrifier pour faire face à cette pandémie-là,
on pourrait décider collectivement que ces contacts-là sont plus prioritaires et plus essentiels à maintenir dans une certaine mesure que l'ouverture des commerces non essentiels, par exemple. Là, on est prêt à mettre des vies en danger pour maintenir ouverts certains commerces dont on n'a pas du tout besoin pour continuer à vivre et à bien vivre, mais on est prêt à sacrifier les contacts sociaux et affectifs qui sont évidemment très importants. Dans le système capitaliste, prendre la décision de fermer l'économie et maintenir cette décision-là sur une longue période, ça a été fait, fermer l'économie, mais c'est surtout de maintenir cette décision-là sur une longue période qui est beaucoup plus difficile à faire. C'est plus difficile d'abord parce que ça nuit à la capacité des capitalistes à engranger des profits et les capitalistes ont un très grand pouvoir d'influence sur les gouvernements, justement à cause de leur contrôle des grands leviers de l'économie. Au Québec et aussi partout dans le monde, là, il y a eu des pressions énormes sur les gouvernements de la part du patronat, des chambres de commerce, des gens d'affaires, pour qu'il y ait une rouverture de l'économie le plus rapidement possible, même si ça devait se faire au prix de la vie des travailleuses et des travailleurs qui seraient envoyés au front et de leurs proches aussi. Mais au-delà des intérêts individuels des capitalistes, en fait, c'est le fonctionnement même du capitalisme qui est en cause parce que si les gouvernements décident de fermer l'économie dans un contexte où les gens dépendent de leur travail pour leur survie et pour leur bien-être, bien, les pressions pour rouvrir l'économie ne vont pas seulement venir des capitalistes. Les pressions vont venir aussi de toutes les couches de la population qui vont voir leur niveau de vie diminuer, qui vont être plongés dans l'insécurité économique ou même dans la misère. Et c'est effectivement ce qui s'est produit un peu partout dans le monde, surtout, y compris au Québec, mais encore plus dans les endroits comme par exemple aux États-Unis, où les gens n'avaient pas accès à une protection sociale qui leur permet de continuer à avoir un revenu dans un contexte où ils n'ont pas accès à leur emploi. Donc, dans un contexte comme celui-là, capitaliste, on en vient à considérer que la priorité absolue, c'est de continuer à faire rouler l'économie et que ça, c'est plus essentiel. C'est plus essentiel de garder ouverts des commerces qui ne sont pas du tout essentiels que de permettre, par exemple, aux familles de visiter leurs proches qui sont mourants. Un autre élément à prendre en considération, c'est que dans une société socialiste qui serait fondée sur le care, le travail de care serait aussi grandement valorisé. Ça veut dire que la société se serait dotée depuis longtemps des ressources nécessaires pour bien prendre soin de la population et pour faire face à une crise comme la pandémie de COVID-19. Dans une société socialiste qui serait centrée sur le care, plutôt que de faire face à la pandémie avec un système d'éducation et un système de santé et de services sociaux qui sont en crise, comme on le fait actuellement au Québec, bien, on y ferait face avec des services qui seraient bien organisés, qui seraient gérés démocratiquement par les communautés et donc qui seraient vraiment ancrés dans les besoins de la population, avec des employés bien payés, donc avec des employés en quantité suffisante. On aurait des bonnes écoles bien aérées, avec des plus petits groupes classes, ce qui permettrait de faciliter la distanciation sociale. On aurait aussi des bons services à domicile, ce qui limiterait le recours à l'hébergement et donc la transmission du virus dans des milieux qui sont particulièrement vulnérables. On le sait là, que c'est dans les CHSLD et dans les résidences pour aînés que la catastrophe a été la plus épouvantable. On aurait aussi des bons services d'hébergement, donc même pour les personnes qui sont hébergées, il y aurait eu possibilité de ne pas imposer un roulement de personnel pour faire circuler le virus entre les établissements. On aurait une santé publique qui serait forte, qui serait bien financée, qui serait bien équipée. Actuellement, on a une santé publique qui a subi des coupes de 30 de son budget dans les dernières années, qui n'est pas équipée en ressources humaines, en matériel. Si on avait une bonne santé publique, nos capacités de traçage et de dépistage auraient été nettement supérieures à ce qu'on a eu depuis le début de la pandémie, ce qui nous aurait peut-être permis de réouvrir plus rapidement les contacts sociaux, justement. On aurait aussi une conception de la santé, si on était dans une société socialiste, qui serait beaucoup plus large que celle qui prédomine dans les sociétés capitalistes. Dans les sociétés capitalistes,
la conception de la santé qui prédomine en général, c'est une conception de la santé qui est très centrée sur le corps, sur les causes biologiques, sur les causes individuelles des maladies et qui est très centrée aussi sur les services strictement médicaux, hospitaliers. Si on était dans une société plus débarrassée des systèmes d'oppression qui est vraiment fondée sur le care, bien, on aurait non seulement des bons services médicaux dont on a évidemment besoin, mais on aurait aussi des bons services de santé mentale, des bons services sociaux. Et ça permettrait de faire face à la pandémie et à tous les problèmes que génère cette pandémie-là, on pourrait y faire face de manière beaucoup plus globale. Autrement dit, on n'aborderait pas la pandémie uniquement comme un problème de santé physique et on ne se contenterait pas d'essayer d'assurer la survie des corps, ce qu'on a d'ailleurs même pas très bien réussi à faire. On serait aussi équipé pour faire face à tous les problèmes sociaux et tous les problèmes de santé mentale provoqués par la pandémie et aussi par le confinement, les règles de santé publique, tout ça. Au contraire, sous le capitalisme, c'est très difficile de développer et de maintenir des bons services publics de santé et des bons services d'éducation pour plusieurs raisons. Comme je l'ai mentionné, les capitalistes ont beaucoup de pouvoir dans notre société et ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on ait des services publics forts, bien financés, qui répondent vraiment aux besoins de la population. Donc, généralement, ils vont utiliser leur pouvoir d'influence pour limiter autant que possible la place de l'État dans le financement et dans la dispensation des services à la population. Je n'ai pas le temps d'entrer maintenant dans les raisons qui expliquent l'antipathie des capitalistes pour les services publics, mais ça, c'était très bien démontré dans l'histoire du système de santé et de services sociaux au Québec, les offensives des gens d'affaires contre les services publics de santé et de services sociaux au cours des 40 dernières années de néolibéralisme. Et ces gens-là ont réussi à imposer leurs intérêts avec pour résultat un affaiblissement très marqué des services publics dont on aurait tellement eu besoin pendant la pandémie. Donc, je conclus en disant que actuellement, c'est urgent de renverser la vapeur de ces 40 ans de néolibéralisme et de recul des services publics et de recul d'une société fondée sur le care parce que la pandémie qu'on vient de vivre et dont on n'est pas encore sorti, c'est en fait juste la répétition générale des prochaines crises sanitaires qui nous pendent au bout du nez. Et en particulier, comme ça a été mentionné par Lisandre au début, en particulier de la crise sanitaire qui s'en vient sous l'effet de la crise climatique, en fait, des crises sanitaires qui s'en viennent sous l'effet de la crise climatique, qui est considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme la principale menace à la santé humaine au 21e siècle. Si on veut éviter les pires conséquences de cette crise-là, si on veut être capable d'y faire face, bien, il va falloir se mettre rapidement à construire l'utopie. Donc, j'ai terminé. Je passerai la parole à Nima, je crois. Oui, merci beaucoup, oui. Anne. On va passer la parole à Nima Machouf. Merci beaucoup, Anne, pour avoir mis la table si bien, comme ça. Moi, je vais faire un peu le pont entre toi et Geneviève qui va parler surtout des aspects plutôt santé. Moi, je vais faire le pont entre la politique et la santé. Comme tu l'as bien mentionné, dans le fond, il n'y a rien qui nous permet de penser que c'est la dernière pandémie qu'on va vivre ou la dernière catastrophe sanitaire qu'on va vivre. Juste si on regarde dans notre passé récent, on a eu en 2002 le SRAS qui a frappé. C'est une maladie qui a été accompagnée avec 10% de décès de ceux qui ont été affectés. Par la suite, en 2009, on a eu le H1N1. Heureusement, il n'y avait que 4% de personnes qui en sont décédées. En 2012, on a eu le MERS, maladie qui vient de la même famille, mais qui était beaucoup plus mortelle, avec 34% de taux de mortalité. On a eu l'Ebola, heureusement, ça ne s'est pas répandu partout dans le monde en 2014, mais qui était extrêmement plus grave, avec 40% de mortalité des personnes qui ont été affectées. Et maintenant, en 2019, il y a la COVID qui nous a frappés. Heureusement, elle n'est pas très mortelle, mais étant donné qu'elle est très contagieuse, l'ampleur qu'elle prend et la gravité qu'elle prend dans le monde est très spectaculaire. Avec 2% de mortalité,
on a déjà, comme Anne vient de le mentionner, au-delà de 3 millions de personnes qui sont décédées à travers le monde. Au Canada, on n'a pas vécu toutes ces pandémies-là. On a vécu le H1N1 en 2009. En tout et pour tout, à travers le Canada, il y a eu 10 000 personnes qui ont été infectées par le H1N1 et 400 personnes en sont décédées. Et pourtant, avec la COVID, depuis un an, il y a déjà au-delà de 1 million de personnes qui sont infectées, qui ont été infectées par la COVID. On a au-delà de 25 000 personnes qui en sont décédées. Donc, même si le taux de mortalité est quand même faible et de 2 %, c'est quand même faible, mais étant donné que le nombre de personnes qui sont infectées est très grand, ça représente énormément de dégâts en vie humaine. Plus on se rapproche du monde animal, parce que souvent, dans beaucoup de ces cas-là, ce sont des zoonoses, donc ça veut dire que ce sont des bactéries ou des virus qui affectent normalement le règne animal, puis étant donné qu'on piétine sur leur milieu de vie, alors de plus en plus, on est confronté à ce genre de problème et qui vient nous affecter, et notre mode de vie est certainement une raison pour ça. Si on la regarde dans sa globalité, cette pandémie, à mon avis, elle va marquer une prise de conscience durable chez nous. De la même manière que les catastrophes naturelles nous ont fait prendre conscience qu'on consommait mal et qu'on consommait trop. La prise de conscience sur le plan de l'environnement et des enjeux environnementaux et de ce qu'on doit faire est un peu moins concret, je dirais, que ce qu'on vient de réaliser avec cette pandémie, parce qu'avec cette pandémie, on a un chiffre qui vient, on est capable de le mesurer. On a vu les conséquences directes, on a vu tant de personnes en souffrir, on a vu tant de personnes en décéder, on a vu tant la situation économique se détériorer très, très rapidement. Nos vies ont été chamboulées. Donc, étant donné qu'on a été touché beaucoup plus fortement, à mon avis, on va prendre conscience et en tirer des leçons beaucoup plus importantes de ce qu'on est supposé avoir appris par les catastrophes naturelles et la pollution environnementale. Avec cette COVID, on a vu qu'on était très mal préparés, qu'on surestimait notre capacité de gérer des catastrophes. D'ailleurs, on n'avait jamais géré de catastrophes et on pensait qu'on était capable d'en faire. Et quand on a eu de l'aide pour venir nous aider, on a dit non, non, merci, nous, on contrôle la situation, tout est correct. Et là, je fais référence à Dr. Joanne Liu, qui était présidente de Médecins sans frontières, qui avec la COVID, elle s'est dépêchée de venir au Canada pour aider ici à la gestion de la crise, et on lui a dit qu'on n'avait pas besoin d'elle parce que tout était sous contrôle. Et alors, on a vu qu'en effet, rien n'était sous contrôle. On a aussi vu que notre vision centrée sur l'Europe et l'Amérique nous ont joué d'énormes tours parce que le savoir-faire n'était pas là, ne venait pas de là, et venait des pays asiatiques qui avaient, eux, vécu les autres crises sanitaires majeures comme le SRAS et le H1N1, beaucoup plus grands et gravement que nous. Et eux, ils avaient appris de ces crises-là, tandis que nous, non. Alors, nous, on était centrés sur ce qui se passait en Amérique et en Europe, et pourtant, ni le savoir-faire était là, ni l'expérience n'était là. On a aussi compris l'importance de la souveraineté nationale au niveau de la production des biens essentiels. Beaucoup de choses nous manquaient. On a dû gérer beaucoup le manque d'équipement, le manque de plein d'affaires. On a dû gérer l'absence de moyens beaucoup durant cette pandémie-là, et on n'avait pas les moyens de les produire. Pourtant, on vit dans un pays qui a énormément de moyens de production et on devrait être capable de pouvoir produire le matériel dont on a besoin. Et surtout aussi, on a vu l'incapacité de l'État ou la limite de l'État, comme Anne aussi l'a mentionné, la limite de l'État pour réquisitionner, si vous voulez, certains secteurs industriels et les mobiliser pour aider à la gestion de crise quand on en a besoin. Il y a des choses qui sont produites dont on n'a pas besoin maintenant. Alors, si l'État avait une meilleure emprise sur pour pouvoir leur demander, c'est comme un devoir des secteurs industriels de faire leur part pour gérer la pandémie, on aurait peut-être mieux géré ou
on aurait mieux agi. Les mesures de santé publique, ils ne font pas toujours l'affaire du monde des affaires parce que l'objectif de la santé publique, c'est pas du tout d'assurer une meilleure prospérité économique ou d'une meilleure rentabilité, mais d'un meilleur état de santé au niveau de la population. Et ça, normalement, ça ne va pas très bien avec un système capitaliste qui pense juste au profit, et les barèmes pour juger, pour mesurer le profit sont surtout des barèmes économiques. Pourtant, pendant cette crise, beaucoup de pays, en fait la plupart des pays, contre toute attente, ont privilégié les vies humaines sur le capital. Et honnêtement, ça m'a étonnée. Je m'attendais à ce que peut-être des pays social-démocrates ou socialistes prennent cette approche, mais je ne m'attendais pas à ce que des pays capitalistes aussi prennent cette approche-là. Et ça m'a beaucoup étonnée. Les peuples qui ont traversé cette crise avec moins de dommages, c'était ceux qui vivaient dans des pays où l'État était intervenu massivement. Sans le plan massif du soutien aux revenus des salariés, sans le plan d'intervention massif de garantie de crédit pour les entreprises, sans le supplément de revenus pour ceux et celles qui avaient perdu leur emploi, on n'aurait ni réussi à contrer la COVID, ni à réduire la souffrance. Et donc ça, c'était un élément majeur dans ce qui nous a permis de gérer avec un peu moins de dégâts la crise de la COVID. Je prends l'Inde comme exemple à ce niveau-là, parce que l'Inde, au début, ils ont très, très bien agi. Ils ont procédé à un confinement très drastique. Ils ont très bien contrôlé la première vague. En fait, il n'y a pas eu de première vague. Pendant toute la période où nous, on vivait une première vague, en Inde, il n'y a rien eu. Mais après 2 mois de confinement drastique, l'Inde a dû déconfiner totalement, pas parce qu'ils pensaient que ce n'était pas nécessaire de confiner, mais parce que le gouvernement a dit, moi, je n'ai pas le moyen de subvenir aux besoins de ma population et je ne peux pas mettre de pain sur la table des gens. Donc, on ouvre tout, on fait comme si de rien n'était et on se croise les doigts pour que rien n'arrive. Et donc, 2 mois après le grand confinement, ils ont dû ouvrir. Ils ont eu une énorme vague de COVID et depuis le mois de février, on voit on voit ce qui se passe en Inde et c'est la catastrophe. Donc, quand il n'y a pas les moyens économiques ou quand il n'y a pas le support économique qui vient pour pouvoir prendre en charge les gens, aider les gens à pouvoir se confiner, aider les gens à pouvoir, parce que pour fermer l'économie, pour geler l'économie, les gens n'arrêtent pas de manger, n'arrêtent pas de vivre, il faut pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, l'intervention de l'État était très, très importante. Les crises, normalement, ils mettent au grand jour les ratés du système, ils mettent au grand jour les problèmes, ils nous mettent à l'évidence les maillons qui sont faibles dans notre système. Et évidemment, le système, il essaye de ramasser les pots cassés, mais sans nécessairement déroger aux structures soi-disant stables de l'économie ou de la société. Mais si justement on profitait de ces moments de crise, de ces moments où tout est chamboulé, de ces moments où on ne fait pas les choses comme on le fait d'habitude, pour remettre en cause ces règles de jeu, peut-être que ça nous aiderait grandement. Un exemple très, très flagrant là-dessus, au mois de mai l'année passée, ça veut dire exactement il y a 1 an, mai 2020, le pétrole d'Alberta s'est vendu à prix négatif. Moi, j'en revenais pas. Ça veut dire quoi, vendre du pétrole au prix négatif? Ça veut dire qu'ils donnaient quasiment de l'argent pour que les gens viennent acheter le pétrole, sachant que le pétrole que nous, on produit, c'est du pétrole de sable bitumineux, sachant qu'il est extrêmement endommageable pour l'environnement, sachant qu'il n'est pas du tout rentable. À partir du moment où le baril du pétrole dépasse les 50 ou 60 $ du marché mondial, ne dépasse pas en fait le 60 $ au niveau mondial, notre pétrole, il n'est pas rentable et surtout sur le plan de l'environnement, il est extrêmement dommageable. On aurait dû profiter de cette situation inusitée pour fermer la boîte, pour recycler ce secteur industriel, si la volonté politique était là, on aurait pu commencer à agir sur ce secteur, le fermer et
créer d'autres emplois, des emplois rentables, mais des emplois qui soient au moins dommageables pour la planète, pour l'espèce humaine, et profiter de ce chamboulement créé par la crise pour changer les règles du jeu. Aussi, si on réalisait que, dans le fond, c'était notre barème pour la société, notre vraie balise dans la société, ce n'était pas la surproduction de la marchandise ou la recherche du profit et de l'accumulation de la richesse, mais plutôt le bien-être, comme disait Anne, dans le système CARE. On pourrait, avec cette idée-là, on pourrait aller de l'avant et changer nos façons de faire. Et quand la santé, l'éducation et la culture deviennent les éléments phares d'une société ou les éléments phares d'un système, et on décide que c'est là-dessus, dans le fond, qu'il faut se concentrer, l'économie sera un moyen pour nous aider pour arriver là. On doit déployer différemment les moyens financiers, les contributions de l'État et notre façon de faire pour mettre l'accent ou l'emphase, dans le fond, sur la bonne chose et la bonne affaire. Et dans des temps de crise, je pense qu'on peut se permettre de faire ce virage parce que les gens, on ouvre la vision des gens à quelque chose auquel ils n'étaient pas habitués avant. On ne fait plus les choses comme avant. On ne pense pas de la même façon. On remet tout en cause. Si, durant la grève étudiante en 2012, le gouvernement disait non, non, moi, je ne peux rien faire, je ne peux pas changer les frais de scolarité, je ne peux pas rendre l'éducation gratuite parce qu'on n'a pas d'argent. Mais là, pendant la crise, on a vu que l'argent sortait de partout. Il y avait de l'argent. Le problème, c'est qu'il faut aller chercher l'argent au bon endroit et le déployer dans les bonnes choses. Je veux dire 2 mots sur la participation démocratique et qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on devrait faire et tout ça. En fait, je ne partage pas l'opinion d'Anne sur ce point-là. À mon avis, on n'avait pas le choix autre que l'autoritarisme ici. On ne pouvait pas se permettre d'aller dans tous les sens. Ça prenait quelqu'un aux commandes et le gouvernement a fait sa job de chef d'orchestre. Puis l'opposition s'est montrée plus que résilient le temps de traverser cette tempête du moins. Et tout s'est passé dans le calme. Je ne dis pas qu'on n'a pas souffert, mais au moins on n'a pas vécu le chaos non plus. Tandis que dans bien des pays, c'est ce qu'ils ont vécu. J'ai beaucoup de critiques à l'égard du gouvernement, de la façon d'agir du gouvernement, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, les directions qu'il a prises et les éléments qu'il a négligés. Mais je pense que c'était essentiel de prendre des mesures quand même drastiques et c'est ça, faire preuve d'autoritarisme dans un certain sens. On avait un secteur de santé fragilisé par les coupures depuis de nombreuses années et aussi par la privatisation partielle. L'état des CHSLD était lamentable. Ça nous a éclaté en pleine crise et la ministre responsable, qui était Mme Blais, devait le savoir ce qui se passait là. Nous, nous citoyens, peut-être qu'on n'était pas au courant. Mais elle était responsable de ce dossier-là, non seulement dans le gouvernement actuel, mais dans les 2 précédents mandats de gouvernement. Donc, elle a négligé beaucoup. Et ce secteur, elle le savait qu'il n'y avait pas eu de financement. Elle le savait que l'État était lamentable. Et ils ont vraiment failli à la tâche ici. La santé publique, évidemment, a depuis toujours été le secteur mal aimé de la santé. Jamais la santé publique a réussi à être à la hauteur de ce qu'elle devait faire dès le début, qui était tester les cas, tracer les contacts, puis isoler les personnes qui étaient infectées. Jamais elle a réussi de le faire, même 1 an et demi après le début de la pandémie, elle ne réussit toujours pas à faire sa tâche convenablement parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas de ressources, parce qu'ils n'ont pas développé la vision même de comment il faut qu'un système de santé publique agisse. Aussi, même la tâche pour informer, éduquer la population, il y a eu beaucoup de failles à ce niveau-là, ils auraient pu agir beaucoup mieux. Ce qui a beaucoup, par contre, été problématique, c'est la sclérose de notre système.
notre système, il est sclérosé, il est compliqué, il est tellement centralisé qu'il est difficile d'agir. Ils ont tellement fait de coupures partout que les structures n'avaient personne de responsable. Les CLSC n'ont pas de gestionnaire. Il n'y a personne au CLSC qui gouverne. Donc, quand ils veulent dans un CLSC faire un changement, apporter un changement, mettre en place une politique, demander quelque chose, il n'y a personne qui est redevable et il n'y a personne sur les lieux pour prendre des décisions. Et pourtant, les CLSC étaient les antennes du gouvernement, étaient les antennes locales du gouvernement, étaient là où ils étaient le plus proches de la population et ils auraient pu agir beaucoup mieux. C'est tâter le pouls de la population et savoir concrètement quels étaient les besoins. Et au Québec, on a un énorme réseau communautaire qui est super actif et qui aurait pu contribuer énormément à une meilleure gestion de cette crise-là. Et c'est là aussi où je pense que le gouvernement a failli beaucoup, probablement par manque de confiance. À mon avis, le gouvernement, il est tellement centralisé, tout a tellement été centralisé, et je dis que c'est bien d'avoir une certaine centralisation des décisions, mais après ça, ceux qui sont sur le terrain, les antennes, les locales, les communautés, c'est eux qui savent exactement quels sont les besoins, quelles sont les réalités qui sont vécues, quels sont les problèmes et comment il faut agir et comment il faut mieux informer les populations et mieux les aider à agir et à agir dans le cas de cette crise-là. Moi, je suis iranienne d'origine. Après la Chine, quand la crise a éclaté, après la Chine, il y avait l'Iran, puis par la suite l'Italie qui ont été gravement affectés. L'Italie a reconnu le problème. L'Iran, la lecture de l'Iran de cette crise de la COVID était que c'était les ennemis qui voulaient les menacer. Donc, ils ont analysé ça avec une lunette politique et ils ont extrêmement mal agi. Ils ont nié le problème pendant longtemps. Donc, nous, la communauté iranienne de Montréal, on se sentait super en danger parce qu'on voyait que les gens allaient arriver de l'Iran ici et la communauté allait être affectée et toute la ville de Montréal allait être affectée par la suite. Alors, on a essayé de prendre la situation en main pour s'assurer que les gens n'allaient pas arriver avec la COVID. Là, on est au début de la crise, hein, on est au mois de mars. Les frontières ne sont pas encore fermées. Il n'y a aucune directive pour les quarantaines, mais pour rien. Pour faire attention pour rien. Alors, on a voulu agir de manière au niveau de la communauté. On a fait appel à la santé publique. Rien. La santé publique disait non, ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas. Mais là, nous, on était super inquiets. Alors, ce qu'on a fait, on s'est tourné vers la communauté chinoise. On a dit, il n'y a pas eu d'éclosion dans la communauté chinoise à Montréal et pourtant, ils sont nombreux. Et eux aussi, ils font beaucoup de va-et-vient entre leur pays d'origine et Montréal. Alors, si eux, ils ont réussi à gérer l'épidémie dans leur communauté, ben, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de spécial. Sinon, il devrait avoir des éclosions qui sortiraient de partout. Alors, on est allé se référer à la communauté chinoise pour voir qu'est-ce qu'eux, ils avaient fait et comment ils avaient géré contrôler, en fait, l'expansion de cette épidémie dans leur communauté et on a fait exactement comme eux. Et donc, avant que la santé publique décide de mettre des quarantaines, on a commencé à planifier les quarantaines et faire de l'éducation, la sensibilisation et tout ça. Donc, ils étaient vraiment en retard. Parce qu'ils n'avaient pas de financement et on n'avait jamais accordé l'importance qu'ils devaient à la santé publique. Et deuxièmement, ils pensaient réellement qu'ils étaient en contrôle et ils ne voyaient pas en fait l'intérêt de partager cette tâche ou de démocratiser un peu cette prise en charge. Si j'ai passé mon temps, je pourrais arrêter et parler du reste plus tard avec les questions. Bien évidemment, c'est passionnant. On aurait continué à vous écouter très certainement. Merci beaucoup, Nima. Mais oui, si on veut avoir le temps d'échanger un tout petit peu avec le public, je suggère qu'on passe à l'intervention de Geneviève McCready. Merci. Merci Nima et Anne pour vos présentations. Moi, je vais partager l'écran pour accompagner
ma présentation par un petit peu de visuel, en bonne prof d'université que je suis. Donc, oui, moi, je vais vous parler des inégalités sociales qui ont été accrues durant le temps de COVID et qu'est-ce qu'elles étaient aussi avant COVID, pour terminer aussi avec une alternative possible qui est celle du revenu de base. Donc, tout d'abord, j'aimerais présenter les difficultés principales vécues au cours de la pandémie actuelle, soit un système de santé qui était déjà fragilisé, ainsi que de multiples formes d'inéquité existantes là, avant même le début de la pandémie. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, rapporte des phénomènes globaux de transformation du marché du travail auxquels n'échappe pas le réseau de la santé. Donc, privatisation, précarisation des emplois qui ont amené aussi, dans le cas du Québec, une mobilité de la main-d'œuvre indépendante dans la santé, puis qui a contribué à la transmission du virus dans les établissements. Selon les données de l'Institut canadien d'information sur la santé, le Québec dépensait en 2018 2 fois moins que la moyenne canadienne par habitant en santé publique. Donc, ces investissements moindres minent la capacité de réponse en temps de pandémie, évidemment, comme on en a parlé. Dans les écrits scientifiques en sciences infirmières, on parle dans les dernières années de rationnement des soins, qu'on appelle en anglais le missed care, c'est-à-dire le non-soin, des soins qui ne sont pas accomplis. Ce sont particulièrement des soins répondant aux besoins émotionnels, éducationnels, d'hygiène et de mobilisation des personnes, selon les études, qui ont été abandonnés. Donc, ces soins ne disparaissent pas pour autant, puisqu'ils sont souvent transférés de la sphère publique, c'est-à-dire le travail rémunéré pour l'employeur gouvernemental, à la sphère privée, donc le travail non rémunéré à la maison accompli par des non-professionnels. Dans les deux cas, ce sont majoritairement des femmes qui les accomplissent. Donc, ce qui m'amène à parler d'inéquité. Donc, avant même que la pandémie ne survienne, on faisait déjà face à des inéquités sociales, économiques, raciales et géographiques qui étaient croissantes. Donc, je vais y revenir pour montrer comment la pandémie a accentué les écarts entre groupes plus favorisés et moins favorisés. Donc, vous vous souvenez de la première vague il y a 1 an, le message qui circulait partout dans le monde, c'était celui qu'il fallait aplatir la courbe, ceci afin d'épargner le système de santé puis les ressources amoindries, parce que sinon, on allait devoir choisir entre qui allait mourir et qui devrait vivre, puis on voulait absolument éviter ça. Donc, pour aplatir la courbe, les stratégies consistent en des mesures sanitaires afin de ralentir la transmission virale et étaler les hospitalisations sur une plus longue durée. Donc, évidemment, conséquemment, cela signifie d'allonger les mesures sanitaires sur une plus longue durée, là, comme on voit dans l'axe des X. Donc, je vais y revenir sur les conséquences de cette prolongation-là dans la durée. Bon, là, vous ne voyez peut-être pas super bien à l'écran tout ce qui est écrit, ce n'est pas super important. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est une étude de 2020, Douglas et al., qui a été publiée pour montrer les effets directs et indirects de la COVID sur la santé. Donc, en gros, si vous vous fiez aux couleurs, là, si vous n'êtes pas capable de lire, juste regardez les couleurs. Donc, ce qui est dans la ligne à gauche, dans la bande en mauve, ce sont les effets directs de la COVID. Et ce qu'on retrouve là, que j'ai encadré en rouge, ce sont les effets indirects de la COVID. Donc, on voit que les effets directs se mesurent sur un court laps de temps, puis sont peu nombreux, tandis que ceux qui sont liés à des mesures sanitaires de confinement, tout ça, qui sont beaucoup plus nombreux et se mesurent sur une plus longue durée, ces effets-là sur la santé, et occasionnent également, tout comme les effets directs, une morbidité, une mortalité pour la santé. Si on veut résumer de manière plus succincte, l'équilibre repose d'un côté, en temps de pandémie, là, sur la capacité du système de santé à soigner les personnes hospitalisées qui sont liées au cas de COVID ou autres, et de l'autre, des mesures sanitaires et des efforts des enquêtes épidémiologiques, puis on a plus récemment la vaccination, afin de juguler les hospitalisations. Donc, comme je l'ai mentionné, les effets indirects de la COVID entraînent des effets sur la santé et des hospitalisations, mais ces effets sont visibles à plus long terme. Les effets indirects de la COVID sont majoritairement produits par des mesures sanitaires, donc il y a un lien entre les deux parties de l'équation là, dans la balance.
Cet accroissement des hospitalisations dû aux effets indirects de la COVID entraîne une réduction de la capacité du système de santé qui, à son tour, demande des mesures sanitaires plus sévères pour réduire les cas de COVID. Donc, vous constatez là, qu'il y a comme un espèce de cercle vicieux qui s'enclenche. Donc, la capacité du système hospitalier est d'autant plus minée au Québec par des mauvaises conditions de travail dans le système de santé. Donc, on rapporte au début de la pandémie beaucoup de manque d'équipements de protection individuelle, des ressources qui avaient été transférées, des ressources humaines et d'équipements qui ont été transférés des CHSLD ou de la première ligne vers les hôpitaux. On rapporte également du travail forcé des travailleurs de la santé. Pour les soignantes aussi, c'est d'être témoin de l'insupportable, donc beaucoup de personnes qui décèdent, des personnes qui décèdent en étant seules. Et aussi de se retrouver à participer aux mauvaises pratiques de soins. Donc, ça crée beaucoup de désarroi éthique chez les travailleuses de la santé. Une étude de l'INSPQ de l'année passée rapportait que 30 à 40 des travailleurs de la santé qui avaient été infectés par la COVID travaillaient dans 2 installations ou plus. Donc, ce qui vient montrer, là, quand on parle de main-d'œuvre indépendante qui se déplace d'un établissement à l'autre, mais ça se faisait aussi même dans le secteur public également. Une étude très récente qui vient d'être publiée par l'Institut national de santé publique du Québec montre une détresse psychologique qui est liée au travail, qui est 4 fois plus importante que celle non liée au travail. Et puis, ironiquement, bien, ça ne fait pas vraiment de différence, même que cette détresse-là est plus élevée chez les travailleuses qui sont non atteintes par la COVID versus celles qui sont atteintes par la COVID. Donc, ça montre l'importance d'agir sur les conditions de travail des soignantes. De plus, Québec est la seule province à avoir adopté une politique de gestion coercitive des travailleuses de la santé. L'arrêté ministériel 007 du 21 mars 2020 est toujours en fonction, donne droit aux gestionnaires d'annuler les libérations syndicales, d'affecter du personnel en invalidité à des tâches adaptées, de transférer des employés de temps partiel à temps complet, ce qui a un lourd tribut là, pour ces femmes-là qui déjà portent un fardeau supplémentaire dans les tâches domestiques, de suspendre des aménagements de travail et congés consentis, puis de réaffecter le personnel sans tenir compte des types d'emploi, puis ça sur une sphère, un espace géographique assez large, là, étant donné qu'il y a certains CIS qui peuvent couvrir 200 km de distance. Donc, ce genre de politique contribue aux mauvaises conditions de travail. Ça entraîne des départs de personnel en maladie puis des démissions. Puis ça, bien, à son tour, ça vient réduire l'accessibilité aux services de santé puis la capacité du système de santé. Donc, on parle, par exemple, d'environ 4000 infirmières qui auraient démissionné depuis le début de la COVID. Parallèlement à ces considérations, il y a des enjeux d'inéquité. Tous ne sont pas égaux devant la pandémie. Donc ici, on voit des données écologiques de la situation à Montréal lors de la première vague qui montrent qu'il y a plus de cas de COVID. Donc, les cas de COVID sont représentés par les ronds en bleu. Donc, plus c'est foncé, plus il y a de cas de COVID dans ces quartiers-là. Puis les quartiers, ici, on les représente selon l'indice de défavorisation matérielle. Donc, plus c'est rouge foncé, plus ce sont des quartiers qui sont défavorisés sur le plan matériel. Donc, on voit une corrélation entre les cas de COVID et la défavorisation de quartier. Les données montrent aussi qu'il y a plus de travailleurs de la santé infectés. Donc là, les ronds sont représentés par des travailleurs de la santé infectés. Donc, plus c'est foncé, plus qu'il y en a. Dans les quartiers où on retrouve un pourcentage plus important de minorités visibles, donc plus c'est bleu foncé, plus il y a de minorités visibles. Et vous voyez aussi que si vous comparez avec la carte avant, il y a même une corrélation aussi écologique là, avec la défavorisation de quartier. Ces inéquités-là s'expliquent par des conditions de vie qui sont différentes dans ces quartiers-là. Donc, une densité de population plus grande, des logements surpeuplés, une barrière de langue, des manques de services, une plus forte proportion de résidents avec des maladies chroniques, parce que quand on vit en situation de défavorisation, il y a plus de maladies chroniques également, ce qui rend plus susceptible à développer des complications de la COVID. L'utilisation du transport collectif, parce qu'il est plus utilisé là, que des voitures personnelles. Et aussi un historique de politique sociale et économique d'exclusion dans certains quartiers.
Donc, c'est logique parce que selon une étude de Statistique Canada, la moitié des préposés aux bénéficiaires montréalaises sont des immigrantes. Donc, considérant la précarité des emplois en santé, dont il y en a beaucoup qui travaillent maintenant dans le privé, et la mobilité de la main-d'œuvre indépendante dans les divers établissements de santé, puis leurs conditions de vie, ce n'est pas étonnant que la transmission communautaire ait pu se faire aussi aisément à Montréal, puis que les gens se soient retrouvés à faire cette transmission-là bien malgré elle. Selon plusieurs chercheurs, l'inattention aux inégalités sociales entraîne des effets dévastateurs lors d'une pandémie. Maintenant, on peut se poser la question, c'est quoi les alternatives pour mieux faire en temps de pandémie? Il y a plusieurs chercheurs qui ont proposé diverses alternatives, dont mes deux consoeurs aujourd'hui ont parlé. Moi, ce que j'aimerais me concentrer, c'est la question du revenu. Donc, je vais vous présenter une alternative avec un modèle de revenu de base. Donc, l'alternative que je présente aujourd'hui en est une de changement substantiel afin de réduire les inéquités sociales. Donc, réduire les inéquités a une influence sur les cas d'hospitalisation, la pauvreté étant reliée à presque toutes les maladies. Donc, si les gens sont moins pauvres, il y aura moins de cas de COVID parce que les gens vont avoir les moyens, notamment de respecter les mesures sanitaires, comme Mme Machouf l'a expliqué. Donc, la capacité hospitalière va augmenter s'il y a moins de gens hospitalisés. Le respect des mesures sanitaires entraînera moins de cas de COVID et moins d'enquêtes épidémiologiques également. Donc, on voit comment cette approche peut produire des effets substantiels dans l'équilibre social en temps de pandémie. Bon, mais quel revenu de base? Parce qu'il y a différents types de revenus de base qui existent, qui consistent à allouer un montant d'argent aux bénéficiaires. Ambre Fourier, dans sa recherche de maîtrise en économie, élabore une typologie des différents types de revenus de base. Elle les catégorise selon deux axes, donc l'axe de la suffisance du montant pour subvenir à ses besoins et l'axe de la conditionnalité des programmes. Donc, ça donne lieu à 4 types différents de revenus de base. Depuis les années 70, plusieurs expérimentations de ces différents types de revenus de base ont eu lieu dans divers pays, puis ceux-ci ont démontré des résultats sur la santé. J'aimerais maintenant m'attarder à un 4e type de revenu de base qui a des chances de produire le plus de résultats en termes de santé populationnelle. Très récemment, Johnson et collègues, des chercheurs en sciences politiques de Lancaster University au Royaume-Uni, ont publié une étude présentant un revenu de base modélisé en première intention pour promouvoir la santé. Donc, ce modèle est construit à partir d'études empiriques qui ont eu lieu sur les effets de la santé des revenus de base déjà expérimentés. Donc, je vais reprendre la première partie du modèle, là, qui est la section d'en haut. Si on prend cette première partie-là, les auteurs expliquent les mécanismes par lesquels les revenus de base produiraient des effets sur la santé. Il y a 3 principaux effets observés qui sont les suivants. Donc, la satisfaction des besoins matériels des gens. Ensuite, les changements de comportement reliés à la santé, puis la réduction du stress. Donc, ces 3 résultats sur la santé sont observables au niveau individuel, mais ils sont possibles grâce à des actions sur les déterminants sociaux de la santé qu'on voit juste en haut dans le schéma et qui sont la réduction de la pauvreté puis la sécurité du revenu. Puis ça contribue à réduire les inégalités sociales. Donc, recevoir un revenu de manière régulière vient casser le cercle vicieux de la pauvreté. Donc, le montant monétaire permet de subvenir à ses besoins de base et éviter la précarité matérielle. Donc, ça permet aux gens de répondre à leurs besoins en termes d'alimentation, logement, biens essentiels. Lorsque les personnes reçoivent un revenu décent et de manière prévisible et régulière, donc une garantie de revenu, ça leur permet d'éviter une forme de stress chronique qui est très néfaste pour la santé psychologique, d'éviter la stigmatisation et l'exclusion sociale qui ont aussi à leur tour des effets sur la santé. En assurant une sécurité et une prévisibilité dans cette source de revenus qui est intouchée par les événements et les conditions, les personnes peuvent s'engager dans des démarches pour prendre soin de leur santé, puis ça vient changer leur comportement. Il y a certaines conditions qui sont nécessaires, selon les chercheurs, pour assurer la génération des bénéfices pour la santé au niveau populationnel.
Donc, il faut que le revenu soit inconditionnel parce que les conditions qui peuvent être mises en place pour l'admissibilité à un revenu de base contribuent à maintenir les gens dans la maladie, en plus de créer une stigmatisation sociale, voire une discrimination et de l'exclusion qui, comme je l'ai dit, à leur tour, a des effets sur la santé. Ça prend une régularité du versement également. Ça prend un montant qui est au-dessus du seuil de la pauvreté, évidemment, parce que sinon, on ne verra pas les résultats escomptés. Et ça prend le maintien de suppléments selon les conditions sociales, ainsi que les autres mesures gouvernementales de renforcer les systèmes publics. Il faut qu'ils soient maintenus. Il ne faut pas donc faire table rase de tout ce qui existe en termes de programmes sociaux et le remplacer par ça. Ça prend aussi une durée qui dépasse les cycles électoraux. Donc, parce qu'il y a beaucoup de résultats en promotion de la santé qui prennent plusieurs années, voire même plusieurs décennies avant d'être mesurables. Les auteurs ajoutent au bas de leur modèle les mécanismes par lesquels ce type de revenu de base se fait à coût nul pour la société, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais si en tout cas il y a des questions après, je pourrais revenir. Donc, si on revient aux effets de la pandémie sur la santé avec les effets directs et indirects, là, mon gros plat de spaghetti de tout à l'heure, donc à quel endroit dans le schéma est-ce qu'un revenu de base agirait? Donc, on voit avec les besoins matériels qui agissent à différents niveaux dans les effets indirects de la COVID. Ça agit aussi au niveau des comportements de santé qu'on a dit comme le deuxième mécanisme. Et le troisième mécanisme qui est la réduction de stress. Donc, on voit à quel point une seule mesure la mesure du revenu de base, là, peut drastiquement influencer la santé populationnelle et la capacité des gens à observer les mesures sanitaires. Au Québec, on a un projet de revenu de base qui ressemble vraiment beaucoup à celui dont je viens de vous parler, qui est sur le modèle de l'Alliance revenu de base des régions Est, donc l'Arbre, qui travaille sur ce projet-là depuis 2017. Donc, il s'agit d'un revenu avec les caractéristiques suivantes, là, qui est un montant, c'est un revenu universel, donc toute personne qui résiderait sur ce territoire-là bénéficierait de la mesure. Il s'agirait d'une allocation inconditionnelle, le montant serait au-dessus de la mesure du panier de consommation et serait ajusté selon la MRC, donc la région où les personnes habitent, parce que, dépendamment où ils habitent, le coût de la vie peut varier. Ensuite, il y aurait une mesure d'impôt négatif si la personne reçoit un revenu qui correspond à plus de 150 % de la mesure du panier de consommation. Il y aurait un système d'impôt négatif pour venir le récupérer à la fin de l'année fiscale. Ça serait un revenu qui serait versé aux 2 semaines et ce serait une mesure individuelle, notamment là, pour protéger les femmes de situations de violence conjugale ou d'abus financiers. Le projet tel qu'il est pensé par les membres de l'Arbre se veut un projet pilote sur 20 ans, ce qui donnerait l'opportunité de mesurer les effets sur la santé populationnelle. Donc, je serais super contente de partager avec mes collègues et le public les réflexions quant à ce type de revenus, de mesures pour atténuer les inégalités sociales et construire un monde différent qui serait plus en mesure de répondre aux pandémies futures ou peut-être même celles présentes. Merci. Merci beaucoup, Geneviève, pour cet exposé tout à fait passionnant, comme les deux qui ont précédé d'ailleurs. On a déjà une question dans le clavardage, mais je ne sais pas si avant vous auriez vu ou eu envie de vous interpeller entre vous, de vous commenter vos exposés, questions, ou si vous voulez qu'on procède tout de suite avec la question du public. Oui, Nima. Moi, j'aimerais demander à Geneviève sur la question du revenu garanti. Je me demande, surtout pour ce genre de projet qui a été réfléchi de manière régionale, est-ce que ce serait mieux de donner de l'argent aux gens ou ce serait mieux, par exemple, le plus gros des dépenses de chaque famille, c'est le logement, leur donner un logement gratuit? Est-ce que la mesure doit être plus en termes de
on donne de l'argent à l'individu ou on lui favorise un milieu de vie qui est peu coûteux? C'est une question que je me pose. En fait, c'est une bonne question. On pourrait se la poser puis vérifier s'il y a des expérimentations qui ont eu lieu. Tu sais, on sait qu'au Québec, il y a les projets, les HLM, tu sais, les habitations à loyer modique. Est-ce que c'est une mesure qui permet d'améliorer la santé? Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Tu sais, ça faudrait voir une comparaison pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Je pense que l'idée de donner l'argent aux gens, c'est de aussi leur donner l'opportunité de transformer leurs aspirations. Okay? Parce que s'il est donné à tout le monde, les gens peuvent faire des choix différents. Donc, tu sais, quand on parle des mauvaises conditions de travail, que ce soit dans le réseau de la santé ou ailleurs, qui sont engendrées par la précarité, si on donne un revenu minimum de 20 000 $ par année à chaque citoyen, le citoyen, il va, selon les études qui ont été réalisées, ça ne réduit pas l'emploi. Donc, ça ne fait pas en sorte que les gens vont moins travailler, mais ils vont peut-être choisir un emploi qui leur permet de rester en santé. Puis ça vient aussi mettre une pression sur les employeurs de transformer leur manière de gérer et d'offrir des conditions qui sont favorables à la santé. Donc, moi, à ce terme-là, je trouve que la mesure, elle peut être assez transformationnelle au point de vue sociétal. Mais ça soulève la question du logement, hein, bien évidemment, qui est un déterminant social de la santé important. Toi, est-ce que, Anne, tu es tombée sur cette dimension-là dans tes recherches? Pas particulièrement. En fait, en ce moment, je termine une recherche sur les résidences privées pour aînés qui pose évidemment la question du logement des aînés, mais qui pose surtout la question, en fait, de l'accès aux services à domicile, parce que la raison pour laquelle les aînés sont forcés ou en tout cas sont fortement incités à aller en résidence privée pour aînés, c'est parce que ces personnes ont de la difficulté à rester chez elles et à recevoir les services dont elles auraient besoin chez elles. Mais plus largement, la question du logement, je n'ai pas abordé ça en particulier, là. Alors, il y a tout un débat, là, comme vous pouvez voir dans le chat, sur, est-ce qu'on donne l'argent directement aux individus? Est-ce que c'est par d'autres types de mesures plus indirectes? Donc, on va laisser la discussion se continuer chez vous, chers participants. Mais sinon, on avait une question un peu plus étoffée que je peux peut-être vous soumettre. Donc, c'est Jocelyne Bernier qui nous demande quel changement, au pluriel, doit-on envisager dans la production de traitements et de vaccins, donc domaine où la recherche est plus souvent financée publiquement et la production et les profits sont privés? Est-ce qu'une de vous souhaite se lancer? Oui, Nima? Moi, je pourrais commencer. Si, justement, dans le changement d'attitude qu'on a par rapport à la COVID, dans les buts qu'on se donne, on apporte un changement majeur. En fait, la COVID, elle nous donne aussi l'occasion de revisiter tout le débat sur la santé. Est-ce que c'est une marchandise? Est-ce que c'est un bien collectif? Et si on se dit, justement, on vient de réaliser que la santé, c'est un bien collectif. Alors, tout ce qui est relié à la santé, tout ce qui favorise la santé, tout ce qui alimente la santé aussi doit rester dans le domaine du collectif. Et de manière très, très concrète, on peut parler des vaccins et des traitements et de l'accès partout à travers le monde à ce vaccin et à ces traitements. Alors, une des choses qu'on pourrait changer concrètement, maintenant on n'a pas encore de traitement pour la COVID. Quand une personne est infectée, la seule chose qu'on peut lui offrir, c'est des soins de gérer les effets secondaires de la COVID, gérer le manque d'oxygène, l'inflammation dans le corps et tout ça. Mais on n'a pas encore d'antiviral pour tuer la bébite qui cause l'infection.
Alors, donc, pour l'instant, c'est pas de ça qu'on discute, mais le jour où on va découvrir un médicament, ce médicament, de par la nature de cette crise mondiale, il devrait être accessible à tout le monde. Et maintenant, de plus en plus, on réalise que des maladies à transmission, des maladies infectieuses qui se transmettent facilement d'individu en individu, tant que l'autre bout du monde, les gens ne sont pas en sécurité, nous non plus ici au Québec, on n'est pas en sécurité. Et il faut que l'accès au traitement, il faut que l'accès aux médicaments soit universel pour que tout le monde soit en santé. Donc, la question des brevets est un élément qui est hyper important parce que l'industrie pharmaceutique, qui est une industrie en passant, qui est extrêmement utile et essentielle, mais c'est une industrie qui est extrêmement lucrative aussi. Et le secteur pharmaceutique dit toujours non, mais moi, c'est parce que je dépense beaucoup en recherche et en développement, et pour développer un vaccin, amener un vaccin sur le marché, il faut que j'en teste au moins une vingtaine d'autres, donc ce n'est pas rentable. C'est pour ça que les coûts sont exorbitants et tout ça. Mais c'est une industrie qui fait énormément de profit. Alors, le fait d'enlever les brevets sur des molécules, des traitements, des vaccins qui sont nécessaires pour enrayer un problème mondial, à mon avis, ça peut être une des actions très, très concrètes qui peuvent se réaliser de la même manière que quand les Chinois ont développé le virus, ont trouvé que c'était un virus et ont développé la séquence du virus, ils n'ont pas fait payer les autres pour leur donner accès à cette séquence de virus. Ils l'ont publicisé, tout le monde l'a utilisé et chacun est parti dans son laboratoire pour essayer de voir comment il pouvait développer des tests, comment il pouvait développer des traitements, comment il pouvait développer des vaccins. Alors, l'accès aujourd'hui, qu'on a au moins un vaccin, au moins des vaccins qui sont efficaces pour contrer cette maladie, il faudrait qu'on enlève le brevet qui donne aux compagnies qui ont développé le vaccin le monopole de les produire. De un, parce que de toute façon, même s'ils ont le monopole pour les produire, ils ne sont pas en mesure d'en produire assez pour répondre à l'ensemble de la population mondiale qui en a besoin. Donc, il faudrait que que la production soit diversifiée, décentralisée, et si on enlève le brevet, chacun peut en faire. Les pays qui sont capables de faire des génériques vont pouvoir en produire massivement et y donner accès à tout le monde par la suite. Merci beaucoup pour cette réponse, Nima Machouf. On me dit, le soutien technique me dit qu'il nous reste déjà 3 minutes, donc ça a passé très vite. Peut-être un dernier très rapide tour de parole. Est-ce que vous auriez un mot de la fin à nous dire, Anne, Geneviève, Nima? Moi, dans le fond, je profiterais peut-être de mon petit 30 secondes pour répondre à la question posée par Stéphane. Là, je vois juste le prénom, là, je ne vois pas le nom de famille, qui demandait ma réaction au propos de Nima sur la nécessité d'une gestion sanitaire autoritaire de la pandémie. Je pense que c'est difficile de concevoir dans la société actuelle une réponse très différente de celle qu'on a connue, justement à cause des contraintes imposées par la société dans laquelle on vit actuellement. Mais si on fait un effort d'imagination, si on vivait dans une société qui était déjà radicalement démocratique, la question de l'imposition de mesures sanitaires de manière autoritaire se passerait complètement différemment parce qu'on pourrait imaginer une société où la santé publique et le système de santé eux-mêmes sont démocratisés. On pourrait imaginer une société où les plans d'intervention en cas de pandémie ont déjà été discutés, délibérés démocratiquement avec les conseils des experts. Donc, on pourrait imaginer une société où on aurait déjà eu cette discussion-là collective sur, en cas de pandémie, on va avoir besoin, tout le monde, de se mettre des masques, on va avoir besoin de s'isoler le plus possible à la maison, on va avoir besoin de prendre ces différentes mesures-là. Puis là, on adopte ça démocratiquement, collectivement. En cas de pandémie, nous, on veut prioriser la survie de la population, puis pour ça, on est obligé de s'imposer certaines contraintes. Démocratiquement, ensemble, on décide de se donner ces contraintes-là.
Et dans ce contexte-là, à partir du moment où ces mesures-là sont appliquées, on n'est plus du tout dans le même rapport autoritaire qu'on connaît actuellement. Donc, je pense que cette question-là de autoritarisme versus démocratie, si on veut pas avoir à faire face à un faux problème, il faut vraiment essayer d'élargir notre imagination puis de penser à ce que ça pourrait être dans une société radicalement différente. Donc, c'est peut-être... j'aurais plein d'autres choses à dire là-dessus, là, mais disons une première réponse à cette question-là. Donc, tout à fait, oui, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Merci beaucoup à toutes les trois. Je voulais prendre le temps de vous remercier, et moins que quart. Merci à tous les participants et participantes qu'on a eus aussi. Je pense que c'est monté jusqu'à 27. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir de continuer la discussion sur ces enjeux qui, je pense, vont se représenter malheureusement pour nous. Donc, merci à tout le monde.